Bonsoir et merci à l'organisatrice, au laboratoire et à l'Assemblée présente. Je présente avant tout mes excuses pour le retard, pour ne pas pouvoir être parmi vous à cause d'un empêchement de santé et un empêchement professionnel en même temps. C'est vrai que je regrette beaucoup de ne pas pouvoir écouter les riches interventions. Surtout, j'ai été très touché par la dernière intervention concernant l'Afrique. Et surtout, on sait bien que le sort de l'Afrique, le sort du Moyen-Orient, le sort de beaucoup de régions du monde, nous sommes dans ce monde globalisé où il y a beaucoup d'intérêts communs et aussi des situations comparables. Et lorsqu'on parle de géopolitique et de ressources, on oublie aussi souvent les ressources humaines et comment l'homme doit être au centre du jeu. Parler d'un grand jeu en Syrie et autour de la Syrie, c'est une question qui occupe l'actualité plus ou moins depuis les mouvements dénommés le printemps arabe depuis 2011. Mais c'est vrai que la question des ressources dans cette zone du monde et surtout les questions de l'eau comme du pétrole sont des anciennes questions, des litiges liés même aux questions frontalières, liées à tout l'héritage de l'après-première guerre mondiale et avec une grande interrogation dans les XXe siècle, après la fin de la colonisation et jusqu'à maintenant, est-ce que vraiment, soit pour le Moyen-Orient, soit pour l'Afrique ou d'autres endroits, est-ce que cette ressource énergétique, elle pourrait être une bénédiction ou une malédiction? Et malheureusement, dans beaucoup de cas, vous voyez avec moi comment des pays pétroliers ou des pays riches en énergie auront toute la difficulté à la démocratie, des mers de dictature, et en même temps, il y avait toujours, car on convoitise ces richesses, on lie beaucoup de conflits à ces richesses, et au lieu que ce soit quelque chose pour l'intérêt des peuples, pour les richesses, pour la distribution des richesses, ça devient un moyen d'enrichissement d'une petite minorité de gouvernants et aussi des multinationales. Et on voit quand même l'impact des multinationales d'énergie parmi les grandes multinationales qui continuent à jouer un grand rôle dans quand même dans la composition de l'ordre mondial. Simplement, si on prend maintenant l'importance des gaz comme ressource principale en Russie, si on prend l'importance de lobby pétrolier américain, eux seuls sont aussi, il ne faut pas oublier que la Chine, comme grande puissance industrielle, comme l'Inde, le Japon, ont besoin beaucoup d'énergie. On voit bien quand même l'impact. Avant, on disait les gens qui dominent les mers et les eaux dominent le monde. Maintenant, il faut dominer aussi les routes de pétrole, les routes de l'énergie et aussi les réservoirs de cette énergie et les pays qui produisent l'énergie. À partir de cette introduction, je dirais, pour cela, on a beaucoup, lorsqu'on a eu les événements de la Syrie, on a beaucoup parlé du gaz, on a donné de présenter l'intervention russe comme une intervention pour que Moscou, qui compte beaucoup sur cette ressource, reste le pays dominant et l'acteur dominant et bloque aussi toute tentative pour faire des contre-circuits pour l'approvisionnement énergétique de l'Europe dans cette matière, car enfin, et on va parler de ça, il y a les bassins levantins, cette région semble avoir beaucoup de richesses dans cette matière spécialement. Mais
ça reste quand même des questions partielles, mais elle n'est pas négligeable non plus, car enfin, si on va recomposer un jour, car là, ce conflit, il est toujours là, mais un jour, dans le cas de la recomposition de cette zone du monde, on ne va pas recomposer les frontières ou les États simplement selon les appartenances ethniques ou confessionnelles, mais aussi selon les ressources. Et on avait l'exemple de Sykes-Picot lorsque l'Empire ottoman s'est anéanti, et c'était à l'époque les deux grandes puissances triomphantes, la Grande-Bretagne et la France. Il y avait un grand conflit autour de Mossoul. Et pourquoi Mossoul a été séparé du quota français, car Mossoul était riche en pétrole. Et ce n'était pas par hasard que lorsqu'il y avait la naissance de ce qu'on appelle l'État islamique, il a été né dans cette zone, pas loin de Kirkouk, une autre ville pétrolière aussi importante d'Irak. Et lorsqu'on voit la présence américaine maintenant en Syrie, et lorsqu'on parle beaucoup de l'Est de l'Euphrate et de la région d'Al Jazeera en Syrie, car c'est une région riche en pétrole, elle pourrait être aussi riche en gaz. Donc, tout cela pose des questions sérieuses autour de tout ce qui est enchevêtré entre intérêts stratégiques et aussi ressources énergétiques. On parle de ces levants, on ne parle pas donc simplement des ressources énergétiques, on parle de ressources agricoles. À un moment donné, cette zone a été... il y avait les sillons de Rome là-bas, les sillons de l'Empire romain, il y avait beaucoup de production, il y avait une terre fertile, on l'appelait le croissant fertile. On a aussi l'eau, il y a les conflits autour de l'eau, de l'Euphrate au Litanie, au Tigre, même aux îles lointains, on a des problèmes, et on a bien sûr les ressources de gaz et de pétrole. Donc il y a tellement de questions. Et pour cela, lorsqu'il y avait les conflits autour de la Syrie, les gens disaient, voilà, maintenant ce printemps arabe s'arrête aux portes de Damas. On avait dans l'histoire les mythes autour des chemins de Damas. Maintenant, on revient toujours sur l'importance de cette position géographique de la Syrie, pas simplement pour les premiers chrétiens comme pour les premiers musulmans, pour tout ce qui est monothéiste, pour la géographie, pour les empires arabes, comme les empires romains, comme l'empire ottoman. Mais on revient pour voir maintenant, à cette époque, un siècle après Sykes-Picot, un siècle après la fin de l'empire ottoman, que cette fois, l'homme malade de cette zone, c'est le monde arabe en tant que tel. Car ce monde arabe, après 2003, après le chute de Bagdad entre les mains des Américains, les acteurs arabes étaient marginalisés. Le système régional arabe en tant que tel a été un système plus ou moins tombé, en désuétude, n'existe pas. Et on a 3 acteurs régionaux qui comptent, Israël, l'Iran et la Turquie. C'est ça l'effet géopolitique important. Et pour cela, lorsqu'il y avait ce printemps arabe à partir de la Tunisie, on espérait une nouvelle renaissance arabe, loin des islamistes, loin de l'idéologie, pour un nouveau départ, pour un possible projet, un nouveau projet démocratique et humain. Et il y avait de bons signes de départ de la Tunisie, puis les choses se sont un peu gâtées avec l'intervention de l'OTAN en Libye. Ça n'a pas été justifié à 100%. Même la déclaration onusienne a été interprétée d'une façon exhaustive. Puis avec l'Égypte, les frères musulmans ont montré un autre visage, car en fait, souvent, ces forces utilisaient la démocratie pour tuer après la démocratie. Ça signifie un autre constat très dur, hein, que ce changement dans le monde arabe est coincé entre les dictatures et les despotes d'un côté et l'idéologie islamiste totalitaire de l'autre. Ce qui ne donne pas au projet démocratique, au nouveau projet, une chance intéressante.
Et pour cela, lorsque on est arrivé en Syrie, là, ça changeait de nature, car la Syrie est très importante. Lorsqu'on voit la carte, c'est lui qui change le visage de la Syrie, change le visage du Moyen-Orient, change le visage de la zone. Toujours, la Syrie a été un carrefour, une puissance de milieu. Si on voit la carte, la Turquie d'à côté, un empire historique avec ses prolongements à travers l'histoire, à travers l'Asie centrale, la Méditerranée, l'Europe, l'autre voisin Israël avec tout ce qu'il représente, la Jordanie, un État tampon, les Liban, l'Occident et la Méditerranée orientale, cette Méditerranée très importante, et bien sûr l'Irak. Liaison, c'est pas loin du Golfe. Lorsqu'on parle de la Syrie, on parle souvent de Bilad Hacham. Hacham, géographiquement parlant, c'est le nord de la Mecque. Donc même la mythologie aussi disait que le prophète Mohammed à l'époque était un simple commerçant qui venait à Damas et comme ça il a fait connaissance avec son épouse et il y avait après l'aventure et la naissance de l'islam. Donc toujours cette position est centrale, elle est importante, mais c'est vrai que les dirigeants de Damas qui sentaient à l'époque qui sont immunisés. Pourquoi? Car enfin, c'est un régime très dur. Et il y avait avant à Hama, en 1981-82, un terrible massacre. Ils ont pensé que le peuple ne bouge pas, n'ose pas bouger. Mais quand même, ces jeunes ont démenti les pronostics, ils ont bougé. Ils demandaient comme les autres. Face à cet écran de terrible épreuve, ils demandaient simplement la liberté et la dignité. Ils ont été, il y avait donc une brutalité sans précédent, mais malheureusement aussi une dérive, une dérive par la militarisation. Cette militarisation qui est dans la zone depuis la guerre d'Irak, division sunnite-chiite, division entre deux axes de la zone. Un axe conduit par l'Iran, un autre axe conduit soit par l'Arabie Saoudite, soit par la Turquie. Et tout ça créait un climat malsain, un climat délétère. Et comme ça, la Syrie est entrée dans ce qu'on peut appeler le grand jeu. Il y avait un grand jeu du 19e siècle en Afghanistan, où empire anglais et russe à l'époque s'affrontaient. Et c'était très important pour les équilibres dans cette zone d'Asie. Cette fois, on est toujours à l'intérieur d'un grand jeu. Et pour cela, le conflit syrien devenait plusieurs guerres dans une guerre. Et on a toutes sortes de conflits où il y a plusieurs acteurs. Bien sûr, la Russie, les États-Unis, même les pays européens, la Turquie, l'Iran, l'Arabie Saoudite et Israël. Donc, tous les acteurs régionaux, plus ou moins, sont impliqués. Et on peut parler quand même du premier conflit multipolaire du XXIe siècle. Et dans ces grands jeux, donc on a fait beaucoup de suppositions. Avant, il ne faut pas oublier que le Golan occupé par Israël, c'est un château d'eau de la Syrie. Et donc Israël aussi, dans ses conquêtes territoriales, prenait en compte ces problèmes de ressources. Pour cela, l'autorité palestinienne, par exemple, est privée de forage. Et donc, soit en Cisjordanie, soit au Golan, c'est très important. N'oublions pas aussi que la Turquie est un autre château d'eau important et qu'il y a des problèmes aussi. Des problèmes entre la Turquie d'un côté comme pays où il y a la source de l'Euphrate et les autres pays qui sont la Syrie et l'Irak. Entre le Liban et la Syrie, il y a des petits problèmes autour de la rivière de l'Orente. Entre le Liban et Israël, maintenant, il n'y a pas de traces frontalières maritimes, mais aussi il y a des petits litiges autour des affluents de Litani et d'autres rivières qui s'appellent Ouazzani. Donc, c'est une zone pleine de problèmes, soit par rapport aux ressources hydrauliques,
ou soit par rapport aux ressources énergétiques. La nouveauté, c'est que depuis 2009, on découvre pas seulement du pétrole, on découvre du gaz. Avant, il faut rappeler bien qu'après le départ des Britanniques, après l'hégémonie britannique, on a dans la région, à l'époque, 1956, c'était quoi? C'était la campagne de Suez, où il y avait la tentative commune britannique, française, israélienne contre l'Égypte de Nasser. Et depuis l'époque, on peut parler d'une éclipse européenne et de la montée des États-Unis. Et cette montée des États-Unis s'est confirmée avec le retrait américain du Golfe, le retrait britannique du Golfe arabo-persique en 1970. Et comme ça, avec le temps, dans le XXe siècle, l'Amérique devenait la force dominante. Il y a la Pax Americana, et avec l'affaire de Koweït 1990-1991, tout ça confirmait les États-Unis comme la puissance dominante de cette zone du monde, même à l'époque de la guerre froide. Et toujours cette zone, c'est une zone qui marque quand même comment dirais-je, des tournants historiques. Il y avait la chute du mur de Berlin, puis l'invasion du Koweït par Saddam Hussein, puis la grande opération internationale contre Saddam Hussein. Donc, la première démonstration de l'unilatéralisme américain, de la domination américaine après la guerre froide, ça a été aux rives du Golfe, avec l'histoire de la libération du Koweït, ce qu'on a appelé la tempête des déserts. Et en 2003, quand même, lorsqu'il y avait l'autre guerre américaine contre Bagdad, là aussi, c'était, à mon avis, le signal de la fin de l'unilatéralisme américain. Donc voilà, dans cette zone du monde, il y a toujours deux tournants. Et maintenant, on peut parler avec ces grands jeux, il y a quand même un tournant. Ce tournant, ça confirme le retour de la Russie au jeu international. Car la Russie qui a été présente en Syrie avant, sur la côte syrienne, avec une base militaire, une petite base avant d'entretien, mais maintenant une bonne présence, la Syrie a, après avoir été, la Russie s'estimait trompée ou dupée par l'Occident en Libye, car il y avait, comme je disais, une intervention avec interprétation exhaustive de la résolution onusienne. Donc la Russie, ce n'est pas simplement pour défendre le régime syrien. La Russie est allée là-bas pour confirmer un nouveau jeu politique. C'est pour moi, vous voyez, dans ces grands jeux liés aussi au gaz, à l'importance de cette ressource énergétique pour la Russie, c'est aussi une sorte d'une revanche russe sur l'histoire. Pourquoi? Car enfin, à l'époque de Sykes-Picot, il y a une parenthèse historique à rappeler. Sykes-Picot n'était pas simplement un accord bipolaire entre la Grande-Bretagne et la France à l'époque. Avant, c'était un accord tripartite avec la Russie tsariste. Et la Russie tsariste était partie prenante de cet accord de partage du reste de l'Empire ottoman. Et cette Russie tsariste a eu une grande part de la Turquie actuelle, même de contrôle de détroits dans la mer Noire. Il y avait quand même une importance on donnait de part à la Grande-Bretagne et à la France au Levant, mais dans la zone de la Turquie spécialement, la Russie a eu une bonne place et aussi un pied dans la Méditerranée orientale, un pied dans les eaux chaudes, comme toujours les tsars rêvaient. Mais à l'époque, il y avait la révolution bolchevique. Et comme ça, avec la révolution bolchevique, on a à l'époque révélé les secrets de Sykes-Picot. Et comme ça, la Russie tsariste ne faisait pas partie de ce partage de l'Orient. Cette fois, cette Russie revient et impose son style. Et tente aussi maintenant, avec bien sûr la complicité américaine ou au moins l'acceptation américaine,
de tirer son épingle de jeu et de démontrer sa présence. Et pour cela, on voit bien un ordre régional bouleversé. Donc, le bouleversement de l'ordre régional, même des pays qui n'avaient pas de relations fortes avec la Russie, cherchent maintenant à avoir de bonnes relations avec la Russie, comme l'Arabie Saoudite, comme l'Égypte, comme d'autres. Ça, c'est nouveau et c'est à cause de l'avancée russe dans l'affaire syrienne. Et cette avancée est liée aussi à cet intérêt russe particulier pour apparemment des dizaines de milliards de mètres cubes de gaz qu'on les a trouvés en Méditerranée orientale, au large d'Israël, au large du Liban, au large de la Syrie, en Égypte, en Chypre. Donc là, il y a un problème. Vous voyez maintenant, aujourd'hui, on a la conférence de Varsovie. Les Américains, en marge de cette conférence consacrée au Moyen-Orient, parlaient avec les Polonais pour empêcher cette ligne de gaz russe qui traverse la Baltique vers l'Allemagne. L'œil américain toujours sur les ressources énergétiques. L'œil américain tente toujours l'Amérique de limiter les ressources russes car il y a une course aux armements qui se dessine. Mais en même temps, on a là-bas des alliances énergétiques nouvelles qu'on n'a pas imaginées. On n'a pas imaginé que l'Égypte et Israël deviennent maintenant deux grands producteurs de gaz. Et maintenant, il y a une alliance qui s'est dessinée, elle est définitive. On a un forum qui s'appelle le Forum des gaz de la Méditerranée orientale entre l'Égypte, Israël, Chypre et Grèce. Et apparemment, ça produit beaucoup et ça peut être aussi une alternative en Europe. Une alternative pour que l'Europe ne soit pas dépendante tellement du gaz russe. Et en même temps, on a d'autres problèmes. On a un litige énorme entre le Liban et Israël autour de leur zone économique exclusive. On a beaucoup de richesses en Syrie non découvertes jusqu'à maintenant et qui restent énigmatiques. On a, sous l'alliance irano-russe, une sorte d'une concurrence entre l'Iran et la Russie concernant les ressources énergétiques syriennes à moyen terme. Et parlons pas de la Turquie. La Turquie, maintenant, concurrencée par l'Égypte comme pays pas de source d'énergie, mais comme pays qui reçoit l'énergie, comme un port énergétique important, la Turquie a l'œil à tout ce qui se passe et tente de bloquer la production à Chypre. On sait bien le problème entre la Chypre turque et la Chypre grecque et ces problèmes historiques. Il reste 2 minutes. Oui. 2 minutes. Et pour cela, je conclus pour dire l'ordre géopolitique dans cette zone, il est lié à ce nouvel ordre énergétique. Il est lié à ses ressources, il est lié à ces jeux de puissance. L'Amérique toujours avait, par exemple, avec sa Pax Americana, deux facteurs importants pour sa politique. La défense de l'État d'Israël, mais aussi le contrôle de l'énergie. Ce n'est pas simplement l'Amérique maintenant devient la première puissance qui produit le gaz et le pétrole, mais car en face, ça influence les autres consommateurs, principalement les consommateurs asiatiques. Et maintenant, la Russie s'installe dans la zone, le projet de nouvelle route de soie chinoise s'étend vers la région. Figurez-vous que les deux grands ports israéliens de Jaffa et d'Eilat ont été loués plus ou moins par les Chinois et la Chine devient en 2021 un grand partenaire d'Israël dans ses projets de route de soie. Donc on a tout ça à cause de cette zone riche en ressources et de sa position géostratégique en premier lieu. Grand merci à vous. Merci beaucoup.